Ah non, c'est dégueulasse. Ah non, merde. On voulait pas ça. Ah putain, mais c'est le journée. C'est le journée du cul. Mais c'est terrible. Attends, j'ai même pas mes notes. Non, j'ai pas mes notes. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. L'accéléré des films que j'ai pas vu, mais que je critique quand même. Ouais. Chaque semaine, tu vois, quand je fais cette émission, je me dis, je fais après-première, donc l'idée c'est que j'essaie de voir le max de films. Devant certains films, tu te dis que peut-être, il faut raison garder. Ce film représente tout ce que je hais dans la production française. Ces mecs qui se mettent autour, ils vont, qui on va prendre? Ce film-là va pas aussi bien marcher qu'avec Kev Adams, on le sait, Kev Adams aurait fait marcher notre film. Là, bon, qui on va prendre? Ce qu'on peut faire, on peut essayer avec plein d'acteurs de seconde zone à qui on n'a pas laissé de chance. En plus, attends, y a la fille de Balasco là, qui a vachement minci, elle est bonne maintenant. Bah oui, attends, ils vont être étonnés, ils vont avoir envie d'aller la voir. En plus, elle est avec sa mère, ils vont toujours croire au petit débat, un petit truc qui est entre eux. Voilà, je veux dire, ça va être génial. Knock, pourquoi ne pas aller voir ce film? Parce que j'ai vu les deux versions avec Jouvet. La bande-annonce, je me dis, voilà, ça fait partie de ces films, tu le sais, tu as une chance infime pour que ça... C'est un feel-good movie, hein, c'est un feel-good movie, c'est un film qui est supposé être là, pour que quand tu vas aller le voir, quand tu ressors de la salle, si t'allais pas bien, ça va mieux. Voilà. Ou si tu vas... Donc, j'ai rien contre ces films, c'est pas trop ma cam. Le problème, c'est que 90% du temps, ces films, c'est des feel-good vides. Mouvides, tu vois, c'est des feel-good mouvides. Ils sont chiants, en fait, ils marchent pas. Tu y vas, tu fais, ah c'était ça, c'était... Non mais c'était, je me sens mieux. Enfin, je serais resté à la maison à me taper des épisodes de Rick et Morty, j'aurais peut-être été mieux, en fait. Parce que là, j'ai quand même envie de me suicider. Donc, le monde secret des emojis, pourquoi j'ai pas envie d'aller le voir? Parce que ça a l'air d'être une grosse merde, parce que c'est Sony, et que Sony se gourre lamentablement dans tout ce qu'ils font en 3D depuis le début. Alors, j'ai lu dans la critique certains qui disent, oui, c'est une nouvelle mythologie pour les jeunes, ça récupère le rapport à l'objet smartphone qui fait vachement partie de la société de maintenant, tu comprends? Tu sens que le mec il a écrit ça parce que juste il était devant son truc. Ah putain, j'ai pas aimé ce film de merde. Ils vont tous écrire que j'aime pas. Je veux être sur Allociné pour qu'on aille lire ma critique à la con, pour qu'on essaie d'aller dans mon magazine de merde que plus personne ne lit, puisque du coup il faut que j'aille sur Allociné. Comment je fais? Je vais en parler en bien. J'ai mis 4. Je sais plus qui c'est qui a mis ça. Arthur de Pince. Toujours dire Arthur de Pince, je changerai pas. Zombielenium, donc, c'est pas un grand film d'animation, il change pas la donne, mais il y a déjà, on va parler déjà ne serait-ce que de l'animation en elle-même. Il utilise beaucoup tout est en 3D, avec des dessins dessus, seulement il évite de ce problème que va avoir le cel shading sur un film en 3D, en mettant des aplats de couleurs sur lesquels les ombres ne bougent qu'à des endroits très précis et petits. Ce qui fait que des fois c'est un peu plat, un peu comme un dessin animé en fait, mais du coup c'est pas du tout dégueulasse. Et ça c'est vachement bien. Parce que ça donne en plus du caractère au film, et vraiment, ça se laisse voir. C'est peut-être... Avec Berserk, je crois que c'est le premier que je regarde en disant « Ah ouais !» Bon, pas pour la même raison pour le coup, mais... Ah ouais, non, vraiment, avec plaisir. Alors ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un père de famille dont la femme est morte, qui travaille énormément, comme contrôleur des normes dans les entreprises, dans le machin. Il fonce à Zombielenium pour faire fermer cette usine, et le truc, c'est que ça se passe pas très bien. Et que comme il inspecte très très bien, il s'aperçoit très rapidement que dans Zombielenium, il y a une porte qui amène aux enfers, et il voit tout ça, et donc du coup, il le bute. C'est un excellent film à aller voir avec des enfants, je pense, et aussi un très bon film d'animation à se faire, si on aime le film d'animation. On parle de revendications sociales pendant tout le film. Pendant tout le film, on parle de grève, on parle de rapports économiques, d'industrie, ce qu'entendent les gamins à longueur de journée, et qui mettent très très bien en tête... et qui peuvent très bien supporter dans un film sans trouver ça nul. Voilà. Donc je pense vraiment que ça fait partie de ces films. Ça me fait plaisir de pouvoir les voir avec des gamins. Pour une fois. Voilà. Vraiment. Vraiment. On a cette sensation que Arthur de Pince est passé progressivement de tout ce qu'il a fait dans sa vie à cet endroit où il est capable d'utiliser l'illustration pour parler au plus grand nombre et parler avec une certaine liberté qu'on a rarement l'occasion de voir là-dedans. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et c'est un vrai coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, j'attendais à m'emmerder. Mais je voulais le voir à cause d'Arthur de Pince. Donc allez-y, on passe tout de suite au deuxième, The Square. The Square, hein, qui est la Palme d'Or, souvenez-vous. Donc Palme d'Or à Cannes, qui a été... Si vous allez voir le film, vous vous poserez certainement la question du pourquoi. Le film a été réalisé donc
par Ruben Östlund. Ruben Östlund, j'espère le prononcer bien, j'ai essayé de regarder sur internet comment le prononcer. Ruben Östlund, qui raconte l'histoire de Christian, qui est le conservateur d'un musée d'art contemporain, et qui est assez apprécié, et qui a 2 enfants, donc il aime éperdument. Et tout commence en fait entre 2 histoires. La venue bientôt d'une pièce particulière dans le musée qui s'appelle The Square, une espèce de carré lumineux dans lequel à l'intérieur les gens sont supposés ne plus avoir de classe, ne plus avoir d'inégalité, être tous à la même enseigne et être capables de s'écouter, s'entraider, enfin bref, tout tourne autour de cette idée du Square. Et tout en fait amène la mécanique du film par le nom du film en fait. Et cette espèce de finesse avec laquelle le film est construit dans absolument tout. Chaque scène, chaque rapport que va entretenir Christian va amener en fait ce rapport de on ne peut pas aller au-delà de notre propre carré en fait. On peut essayer de le changer, on peut essayer de faire venir des gens, mais c'est très compliqué. Et c'est assez bien foutu de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, la mise en scène appuie ça tout le temps et de façon parfaite. Et on comprend pourquoi Pedro Almodovar a dû lui arracher cette palme d'or, parce que Pedro Almodovar, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la distance avec les acteurs, la difficulté du rapport à l'autre. Il a énormément travaillé là-dessus. Et que je crois que Ruben Östlund va plaire à une intelligentsia boboisée, mais qui sentira peut-être à quel point il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'effectivement, oui, son rapport avec ses gamines est formidable. Tu sens, même dans la manière dont les cadres sont foutus, la manière dont des fois, quand on fait parler les gamines, le cadre se met derrière lui et le rend toujours un peu lointain. Parce que tu es à ce moment-là dans le rôle des gamines et tu vois le regard qu'elles ont avec le père et tu sens cette séparation qu'il y a rien qu'avec le père. Et tu vas le sentir dans toutes les situations parce que c'est la même chose quand il essaie d'aimer, quand il essaie de coucher avec une meuf et que c'est la meuf la plus tarée de tout l'univers et qu'en même temps elle est particulièrement attachante. Mais tu sais pas, t'as pas du tout envie de tomber sur cette meuf. Je spoilerai pas la scène parce que c'est fait partie des excellentes scènes du film. Mais vraiment, si ça arrive à quelqu'un, ça, un jour, c'est une scène très drôle. Il y en a plein qui essaient d'être drôles, qui ne marchent pas. Tout le temps, tout est superficiel. Et pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est un truc de l'auteur pour essayer de t'amener à cette superficialité avec laquelle tu es tout le temps en train de te regarder? Et en fait, non. En fait, non. Je pense que c'est juste parce que c'est un intellectuel bobo qui a du mal à se désintellectualiser et à mettre véritablement ses tripes à l'air. Il se met pas en danger dans ce film. Quand il essaie d'être drôle, quand il essaie d'attaquer un peu tout le monde, il essaie d'attaquer les mecs de la pub, il essaie d'attaquer les mecs de l'art contemporain, il essaie d'attaquer les mecs qui donnent de l'argent à l'art contemporain, il essaie d'attaquer aussi les pauvres, il essaie d'attaquer l'opinion publique. À chaque fois qu'il le fait un peu à côté. Et à chaque fois, il essaie de rajouter là-dessus une espèce d'humour sociétal, machin. Des fois, ça marche, mais le plus souvent, malheureusement, ça marche pas. La plupart du temps. Et il est extrêmement long. Il dure 2h20. Je savais pas qu'il durait 2h20. Je pense que j'aurais hésité à aller le voir. Oui, particulièrement quand j'ai commencé à voir toutes les ficelles qu'il utilisait, qui sont des ficelles usées. Et usées d'ailleurs par le mec qui lui a donné sa palme d'or. Pedro Almodovar utilise énormément des ficelles qui sont utilisées durant le film. Sauf que lui, il les utilise en mettant ses acteurs à nu. Véritablement à nu d'ailleurs, mais pas forcément à nu dans ce sens-là. Il pousse les acteurs dans des retranchements où on les sent. Là, tous les acteurs sont dans une caricature sociétale, sans que ce soit profond, le message qu'on te donne. Je spoilerai pas, mais toute la fin, par exemple, c'est vu, c'est revu, c'est 1000 fois vu. Peut-être pas assez dans les films qu'on a l'habitude de voir. Peut-être qu'effectivement ça reste un truc rare. Et je répète, ce film n'est qu'à voir pour la forme. Et pour les acteurs qui sont plutôt cool. Et pour aussi un monde qu'on connaît peu, l'art contemporain. Qui est très bien. On pourrait mettre aussi le théâtre contemporain et financé par les aides publiques sur exactement le même endroit que l'art contemporain. C'est pas les mêmes sphères, mais c'est exactement la même manière de fonctionner, qui est une manière totalement sectaire, qui tourne autour d'elle-même. Tu vois, ils sont en train de promouvoir l'art, je dis juste ça, ils sont en train de promouvoir l'art qui doit être subversif, parce que il est celui qui doit le plus parler au plus grand nombre, en tout cas c'est plus ou moins comme ça qu'ils le disent, et pour pouvoir en faire la promotion, il ne faut surtout pas dépasser les bornes. Et ça, ce message est vrai. Donc du coup tu te dis, mais les musées du coup c'est pas pour les
c'est pas pour les gens, c'est pas pour les pauvres, c'est pour les riches qui donnent de l'argent à ça, qui se payent une conscience de donner la possibilité aux gens de s'informer sans leur donner la possibilité de s'être instruits sur ça. Parce que quand tu donnes un musée, il faut que tu travailles beaucoup pour certains artistes. Tu vois, par exemple, au tout début où je connaissais rien à l'art vidéo, c'était quelque chose qui m'a pas parlé. Et j'ai dû chercher. Et ça fait partie des productions artistiques contemporaines qui me plaisent le plus aujourd'hui. C'est difficile d'y accéder si on te parle pas et qu'on te dit pas qu'est-ce que la personne est en train de te dire. Tu vois juste un mec en train de se filmer, en train de se taper contre un mur. Et tu sais pas pourquoi il fait ça. Et tu te dis, bah, what the cut avait raison. Ça a aucun sens. Et souvent ça a aucun sens parce que justement, comme il y a énormément de gens qui comprennent pas ou qui n'ont pas cette éducation et qu'il y a quelque chose de tabou à le dire, du coup il y a énormément de gens qui sont des vrais arnaqueurs qui utilisent ça. Et ça c'est terrible. Mais bon, c'est un autre sujet. Bref. Enfin, Télérama, on s'en fout. Bon, Télérama, tu lis pas Télérama. Télérama, tu lis pour rigoler. C'est le mec qui va te dire la conception profonde de la vision tarkovskienne que le réalisateur a envie de mettre en avant est légèrement induite par l'effet cartésien hein, de la lecture postmoderne. Quand tu lis la phrase et que tu connais les différents trucs, tu sais souvent, d'ailleurs, dans Télérama, c'est un jeu que j'aime beaucoup et je vous le conseille, essayez de chercher tous les termes que vous comprenez pas dans une critique Télérama, vous verrez très souvent, en fait, le mec ne maîtrise pas conceptuellement ce dont il parle et il dit de la merde. Il n'y a pas un cadre, et c'est d'ailleurs, encore une fois, quelque chose que je retrouve chez Pedro Almodovar, il n'y a aucun cadre qui est laissé au hasard. Tout se répond. Et la lecture du film peut se faire sans écouter le son et en regardant juste la manière dont les cadres sont foutus. C'est constant. Et ça, c'est formidable. Et en plus de ça, il se paye le plaisir de faire beaucoup de recherches autour de l'art contemporain et de rappeler des travaux ou des performances qui ont ou qui existent. Qui ont existé ou qui existent. Et du coup, c'est encore plus riche et encore plus intéressant. Voilà. Et qu'il y a des plans, vraiment, qui méritent, pour le coup, qui sont bien plus maîtrisés que Blade Runner. Je le dis. Ah, mais tu sens cet argot universitaire dans sa manière de faire. Parce que d'une certaine façon, elle va aller dans certaines caricatures de toute forme neutre, et donc du coup, elle peut être caricaturée. Ah bah, de la même manière, les universitaires ont ce truc. Ils ont ce parler... ils ont ce parler un peu supérieur, un petit peu... C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et tu vois que peu importe l'endroit, peu importe le square dans lequel tu es toujours, en fait, enfermé dans le même effet sectaire qui te bloque à la même vision du monde. Et justement, là où je trouve qu'il a pas réussi, c'est qu'il n'est pas sorti de son carré à lui. Voilà. On va donc arriver au troisième film, sur lequel on va être beaucoup plus... on va être beaucoup plus court. La Belle et la Meute, qui raconte donc une histoire vraie, enfin, inspirée d'une histoire vraie, qui a été une histoire particulière en Tunisie. Est-ce qu'on parle de cette histoire en premier? On va faire le pitch déjà. On va faire le pitch. En gros, il y a une fête étudiante qui est organisée par Mariam, qui vit dans un foyer, même s'il a des parents. Je sais pas exactement comment ça se passe en Tunisie, et je vais pas partir là-dedans. On va essayer d'éviter de se planter en disant des conneries. Et en gros, dans la boîte, elle croise le regard d'un mec, et on la retrouve, après qu'elle soit allée avec ce mec, quelques heures plus tard. Tu comprends qu'il s'est passé un truc, et très rapidement, tu comprends qu'elle s'est fait violer par des flics, et que tu vas passer tout le film à voir son périple pour essayer de faire reconnaître ça en Tunisie au moment où ça s'est passé. Donc, laisse-moi te dire tout de suite que niveau MeToo, hashtag MeToo, niveau Affaire Weinstein, niveau... On est dedans. Et tout de suite, on peut dire une chose, c'est que c'est un très bon témoignage. Enfin, je n'arrive pas à comprendre l'effet qu'ont les mecs de se dire « Ah mais moi aussi, je vais écrire un hashtag pour dire que je l'ai fait, parce que c'est pas bien, du coup je comprends. » Mais ferme ta gueule! C'est le moment où tu fermes tellement ta gueule en fait! Tu le retiens, t'apprends ça, et tu prends pas de plaisir à avoir peut-être des likes, des gens qui font « C'est bien que t'aies compris avec ça, c'est bien. » Non! Non, non! Tu la gardes ta culpabilité et tu agis différemment maintenant. Pas besoin d'avoir fait un tweet pour ça, connard! Bref, peu importe, c'est autre chose. Et voilà, ce film c'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage par de très mauvais acteurs. Mais alors... Oh
Oh putain, on tombe dans tous les clichés. On va les faire dans l'ordre. On peut pas les rater. Donc, l'héroïne, Myriam, malheureusement, qui est interprétée par Mariam El Fariani, qui n'est pas celle qui s'est fait violer en Tunisie, mais qui a, comme elle le raconte dans des interviews, a grandi en Tunisie, et elle a toujours entendu parler de ce genre d'affaires, et que ça existait, et que c'était compliqué, et que oui, et ben, du coup les flics feraient tout pour que tu ne puisses pas porter plainte, et qu'avant la révolution, bah, tu pouvais même pas porter plainte, en vérité. Voilà, t'allais en tôle, tu fermais ta gueule, ou on te reviolait. Enfin, tu vois, c'était ça, le rapport. Et donc, du coup, tu te dis, c'est bien, elle a compris. Mais non, pas du tout. C'est de la merde. C'est terriblement nul. Elle est... si j'ai une actrice comme ça devant moi, à qui j'explique tout ce qui vient de lui arriver, et c'est un choix de Kauther Ben Ania, donc la réalisatrice, c'est un choix qui est très bon, on ne voit pas le viol. Il n'y a aucun moment où on voit le viol. Et du coup, elle joue tout sur quoi? L'histoire et l'actrice, putain de merde. J'ai une actrice, je veux lui en dire qu'elle vient de se faire violer par des flics alors qu'elle était en train de flirter. C'est vrai que c'est pas très bien, mais elle a juste fait un bisou sur la plage avec un mec. Et les flics, donc du coup, l'ont violée. Parce que les mœurs, c'est pas bien, adultère. Je comprends pas alors tout ça, mais peu importe. On va dire qu'il y a un fossé conceptuel entre nous. Et la meuf, tu la retrouves en train de courir, en train de pleurer, en train de toujours se toucher, en train du minimalisme dans l'action, putain. Dis à ton actrice d'arrêter de chouiner et de tourner les yeux comme si c'était devenu une putain d'horloge. Elle a pas, elle doit être là, elle doit te faire sentir sa douleur, elle doit te faire sentir cette difficulté, parce qu'elle porte cette difficulté de toutes les meufs. Et quand t'as l'actrice qui dit dans les interviews, elle passe d'un pic à l'autre, oui c'est vrai, elle va passer d'un pic à l'autre, oui si tu lis des rapports de police, si tu vas interroger des gens, c'est le cas, mais à un moment... T'as un sujet qui est grave, donc respecte-le, putain. Et c'est pas la faute de l'actrice, quelque part. Là, c'est la faute de la réalisatrice. Elle doit arriver à lui dire, bah non, tu peux pas faire ça. C'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Il y a peut-être un moment où elle est bien. Ouais. Mais parce que le film fait qu'il y a des tas de moments où tu fais, bon... Moi, ça me tire le truc, là. J'aime pas. Je suis révolté. En plus, c'est des flics, merde. J'ai envie de brûler des poubelles maintenant en sortant du truc. Moi, c'est mon côté... le gauchias bourgeois ne va pas brûler des commissariats. Non, il laisse ça à ceux qui ont des couilles. Lui, il va brûler des poubelles et les lancer sur les CRS qui sont derrière des murs de béton, tu vois. J'ai lancé une poubelle. Ah. Voilà. Je l'ai fait. Je le déclare. Vous ne trouverez pas les preuves. Je pourrais dire que je mens. Maintenant, on va parler de son pote. Parce qu'elle a un pote qui l'accompagne dans tout le truc. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est lui, Ghanem Zreli. Donc le beau gosse qui a roulé une galoche sur la plage. Enfin, tu l'apprends, ça. Pas trop mauvais. Mais il est neutre, en fait. Tu vois, c'est le petit copain un peu révolutionnaire sur les bords, un peu gauchias, tu vois, qui veut la soutenir pendant toute son épreuve et qui va la suivre et qui va être là. Et même quand il y a des moments d'intensité avec lui, d'injustice, ça marche pas. Ça marche pas. Les flics! Oh, le premier flic! Nul! Nul! Y a pas un acteur dedans que j'ai trouvé bon. Peut-être il y a une flic à un moment. Peut-être elle. Ouais. Vous verrez le film, si vous voyez le film un jour, vous comprendrez. Voilà. Bref, tous les acteurs sont mauvais. Tous. Et la mise en scène. Oh mon dieu. Autant le choix est extrêmement courageux et intéressant de ne pas montrer. D'ailleurs, à un moment, il montre un peu plus, mais ça va. Ça va. En fait, ça va. C'est vachement cool, en fait, de pas montrer. Et de pas montrer et de travailler que là-dessus. Mais du coup, tu dois tout lécher autour, parce que tu n'as pas le choc chez le spectateur. Le spectateur, il a une information, il n'a pas l'émotion. La Belle et la Meute, ce n'est pas un film que je vous conseille d'aller voir, c'est un très bon témoignage, et si vous voulez donner de l'argent pour pouvoir soutenir ce petit film, et ne serait-ce que parce que, eh bien, c'est plutôt cool en ce moment, voilà, bah allez-y. Maintenant, peut-être donner à une association, aussi. J'aimerais le soutenir, j'aimerais le défendre. Mais il le veut pas, en fait. Vraiment, il le veut pas. Et c'est triste, mais il le veut pas. Voilà. La Belle et la Meute, c'est vraiment le film à ne pas aller voir cette semaine. Avec tous ceux que j'ai pas choisis.
hein, au-dessus. C'est celui où tu fais consciemment le choix de pas le voir. C'est pas juste ta raison que tu fais...